présenter notre beau guide que nous avons créé pour les proches. Alors, merci de prendre ce temps-là avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous présenter un petit peu le CRIFAS et je vais me présenter aussi. Je vais vous présenter les services qu'on offre parce que probablement certains d'entre vous, vous ne connaissez pas vraiment nos services, notre organisme. Alors, je vais vous en parler brièvement. Ce qu'on offre là, comme service, quelques petites statistiques. Pourquoi l'homme qui vient dans nos services, il garde le silence aussi longtemps après l'abus sexuel? Quelles pourraient être les conséquences des abus sexuels? Le dévoilement, hein, l'importance du soutien de l'entourage. Puis à la fin, je vais vous présenter le guide que nous avons conçu. Alors, tout d'abord, moi, c'est Victoria Lipinskaya, intervenante sexologue. Je travaille au CRIFAS depuis déjà 2011. Donc, j'ai fait mon stage en sexologie en 2010. Puis, en 2011, j'ai été engagée pour travailler 4 heures par semaine. Il n'y avait pas beaucoup de demandes à ce moment-là. On offrait du groupe principalement. Et maintenant, nous offrons énormément de services que je vais vous présenter tantôt. Alors, le CRIFAS, on est un organisme sans but lucratif au service des hommes abusés sexuellement et leur entourage. Donc, depuis cette année, nous avons changé notre mission. Donc, nous n'offrons pas que des services pour des hommes abusés sexuellement à l'enfance et à l'adolescence, mais également à l'âge adulte et leur entourage. Donc, on accompagne ces participants dans leur réappropriation saine de leur pouvoir sur leur vie par le biais d'interventions psychosociales, d'information, de sensibilisation, d'activités favorisant la socialisation, ainsi que par la formation des intervenants du réseau. Donc, nous avons plusieurs formations que nous adoptons dépendamment là, des personnes à qui on va les donner. On privilégie une approche intégrative et dynamique qui respecte le rythme de l'individu et qui prend en compte les relations entre les émotions, l'esprit et le corps. Donc, on s'adapte au rythme. On travaille avec l'approche principalement humaniste. Donc, c'est la personne qui est devant nous et la spécialiste de sa vie. Donc, on s'adapte à elle. Puis, on a aussi d'autres approches qu'on intègre dans nos interventions, beaucoup d'approches somatiques comme l'expérience somatique, la bioénergie, le sexo-corporel. Donc, on va vraiment utiliser des outils de différentes approches pour aider la personne. Nos services, lorsque l'homme nous contacte, donc on appelle ça le premier contact téléphonique. Ça dure environ, l'homme demande de l'aide, ensuite on l'appelle, on prend un rendez-vous pour avoir un contact téléphonique avec lui qui va durer environ 30-40 minutes. Puis par la suite, suite au contact téléphonique, si l'homme répond aussi aux exigences là, du CRIFAS, donc s'il a subi un abus sexuel, s'il a un souvenir d'abus sexuel, au moins un souvenir clair, s'il a plus de 18 ans, s'il demeure dans la région de Montréal, là, on va pouvoir l'intégrer dans nos services. Donc, ensuite, on a une rencontre d'accueil, donc qui se fait dans notre bureau. Ça peut être aussi 2 rencontres. Puis par la suite, on l'inscrit sur une liste d'attente, soit le soutien individuel ou le groupe. On regarde avec la personne qu'est-ce qui serait le mieux pour elle, s'il est prêt à faire du groupe, tout dépendant, là, on vérifie, là, on fait une bonne vérification là, si le groupe, c'est le bon endroit pour lui, pour prendre soin de lui, ou si c'est mieux de commencer en individuel. Et je vous dirais que présentement, en soutien individuel, nous avons une liste d'attente d'environ 6 mois. Et sinon, il y a aussi de l'art-thérapie qui se fait en individuel. On a des rencontres de groupe. Donc, les rencontres de groupe qui sont la phase 1, qui est la première démarche en groupe à passer avant de faire les autres démarches. Donc, la phase 1, c'est un peu comme la porte d'entrée au CRIFAS, qui est de 10 rencontres
par semaine, 3 heures par semaine, avec environ 7-8 hommes puis 2 intervenants. Ensuite, après la phase 1, l'homme peut choisir de faire soit la phase sexo, il peut faire la phase scolaire, pleine conscience, autocompassion et créativité. Donc, ça, ce sont d'autres démarches en groupe. Et toutes nos rencontres sont gratuites, tous nos services sont gratuits. Et nous avons également le café rencontre, puis les services à l'entourage. Donc, jusqu'à tout récemment, on n'avait que des soirées d'information, mais maintenant, on offre aussi un suivi en individuel, mais on va voir un petit peu plus tard. Donc, ici, on a quelques petites statistiques en lien avec les abus sexuels. On pense que, bon, une femme sur 3 et un homme sur 6 auraient été victimes d'une agression sexuelle au cours de sa vie. 50% des hommes qui sont en prison ou qui ont fait de la prison auraient été victimes d'une agression sexuelle. Les 2 tiers des victimes sont âgées de moins de 18 ans et près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Donc, c'est dans leur entourage. Et 90% des hommes abusés sexuellement ne déclarent pas leur agression. Donc, puis si vous voulez avoir des statistiques un peu plus poussées sur nous au CRIFAS, donc vous pourrez retrouver ça dans notre petit guide. On a une section sur nos statistiques. Et maintenant, c'est important de comprendre pourquoi un homme va garder le silence aussi longtemps. Parce qu'on va dire au CRIFAS, la moyenne d'âge de l'homme qui vient demander de l'aide, c'est environ 50 ans. Puis l'abus sexuel s'est passé vers l'âge de 10-12 ans. Donc, il a déjà tenté de chercher de l'aide, mais où il a travaillé sur d'autres aspects de sa vie, mais pas sur l'abus sexuel. Donc, il garde cette blessure-là toute sa vie, donc au moins 40 ans. Et pourquoi? Hein? Donc, parfois, en raison des mythes qui sont véhiculés dans la société. Hein? Il y a toutes sortes de mythes. Un homme, ça ne se fait pas abuser sexuellement, entre autres. Si tu as eu une érection, c'est que tu as eu du plaisir. Un garçon agressé sexuellement par un homme deviendra homosexuel. Un homme, ça, sait se défendre. Un garçon qui se fait agresser par une femme, c'est une initiation à la sexualité et non pas une agression sexuelle. Et il peut y avoir d'autres mythes là, qui sont véhiculés qui font que l'homme va garder le silence une bonne partie de sa vie. Il y a aussi les peurs, hein? Les peurs des représailles de l'agresseur, peur de ne pas être cru, soutenu, être jugé, étiqueté, faire éclater la famille. Donc, il porte tout ça sur ses épaules. Il y a la honte, la culpabilité d'avoir ressenti du plaisir physique, de l'excitation. Certains se sentent responsables de l'abus. Ils vont avoir ce fardeau-là. Hein, c'était de ma faute. C'est moi qui est allé voir l'abuseur. C'est moi qui est retourné le voir. Je ne veux pas briser ma famille. Il y a aussi de la confusion. Hein, ambivalence face à l'agresseur ou bien la personne ne sait tout simplement pas que ce qu'il a vécu est une agression sexuelle. Hein, certains, là, lorsqu'ils se sont fait abuser à l'enfance, mais ils ne savent pas c'est quoi la sexualité et ils ne comprennent pas l'ampleur de ce que ça peut amener dans leur vie. Donc, ils sont très confus. Donc, c'est pour ça qu'ils qu'ils vont vivre dans le silence pendant des années. Même que parfois, certains ont essayé d'en parler lorsqu'ils étaient enfants, adolescents, mais on ne les a pas crus, on ne les a pas pris en charge. Donc, si des personnes de confiance ne m'ont pas pris en charge, à qui je vais faire confiance après? Ensuite, c'est important de connaître des conséquences que peuvent avoir les abus sexuels sur la vie de l'individu. Bien, ça peut être, ces conséquences-là peuvent être en raison des abus sexuels, comme ça peut être en raison de d'autres traumas que la personne a vécu, mais c'est important de les comprendre. C'est important de les comprendre aussi en tant que proche qui essaie de venir en aide à cet homme-là.
Donc, les conséquences peuvent être de l'anxiété, des troubles du sommeil, toutes sortes de douleurs physiques, de l'hypervigilance, difficultés d'attention, des pertes de mémoire, des flashbacks, cauchemars, de la honte, culpabilité, toutes sortes de peurs, tristesse, irritabilité, colère, perte d'estime, perte de confiance, isolement, repli sur soi. Certains vont éviter les endroits de situation qui leur rappellent les abus sexuels, l'agressivité, des consommations de substances, de la sexualité, automutilation, tentative de suicide, problèmes relationnels. Plus spécifiquement chez les hommes, confusion liée à l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle. Donc, ça fait que l'homme, lorsqu'il rentre en relation avec quelqu'un, il a parfois toutes ces conséquences ou certaines d'entre elles. C'est très, très, très difficile pour lui de s'abandonner, de faire confiance, il se méfie. Alors, lorsqu'on est son ami, lorsqu'on est son proche, c'est important de comprendre tout ça. Hein, que ce n'est pas parce qu'il est méchant ou c'est juste qu'il est dans ses mécanismes de défense. Et les facteurs qui favorisent le développement des conséquences, de toutes ces conséquences-là, il y a toutes sortes de facteurs. On va beaucoup se concentrer sur les derniers, mais l'âge lors de l'abus sexuel, hein, on pense qu'un abus commis très tôt dans la vie de la personne va avoir des conséquences plus grandes. Hein. Les conséquences vont rester, vont se cristalliser encore plus longtemps. Donc, la durée et fréquence des abus sexuels. Donc, plus les abus se passent fréquemment, plus les conséquences risquent d'être plus grandes. Contexte des abus sexuels, donc est-ce qu'il y avait de la menace, de la violence, relation avec l'abuseur, l'histoire personnelle, donc est-ce qu'il y a d'autres traumas que la personne elle a dans sa vie, les ressources de la personne, ses forces, le manque d'assistance, les réactions de l'entourage et le délai entre l'agression et l'aide reçue. Donc, ça aussi, ça fait que les conséquences sont plus grandes. Hein. Si on pense que si l'enfant ou la personne qui a subi l'abus est pris en charge rapidement suite à l'abus, si on l'écoute, si on l'entend, si elle va chercher de l'aide, les conséquences vont être moins grandes. Mais tout dépend aussi de l'individu. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir un abus sexuel, puis ensuite, les conséquences sont énormes, autant que quelqu'un qui a eu beaucoup d'abus sexuels. Le dévoilement. Donc, comme je disais tantôt, certains hommes ont tenté d'en parler plus tôt dans leur vie suite à l'abus sexuel, mais n'ont pas eu de réaction positive, n'ont pas été pris en charge. Donc, par la suite, plus tard dans sa vie, il va faire un dévoilement à une personne qu'il va choisir. Ça peut être, parfois, c'est un intervenant, une intervenante, mais c'est souvent aussi son conjoint, sa conjointe, des membres de sa fratrie, des amis. Donc, il a choisi d'en parler à quelqu'un en qui il fait confiance. Cette personne n'aura pas nécessairement choisi ce dévoilement, ne saura pas quoi faire avec cette information. Elle n'est pas une professionnelle et risque de devenir un proche aidant, souvent malgré elle. Donc, elle ne saura pas. Puis même au niveau de la réaction, elle ne sait pas quoi dire, quoi faire avec cette information. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que nous avons créé ces services-là au CRIFAS. Donc, la définition québécoise du proche aidant depuis l'adoption du projet de la loi 56, donc c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage présentant une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elles partagent un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et offert à titre non professionnel de manière libre, éclairée et révocable, dans le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie.
Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l'aide aux soins émotionnels ou la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assurer ses autres responsabilités sociales et familiales. Donc, ça, c'est la définition de c'est quoi être un proche aidant. Alors, lors du dévoilement, qu'est-ce que la victime a besoin de la part de la personne qui est devant elle, ce proche qu'elle a choisi? Donc, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être crue, accueillie, validée dans ses émotions, supportée, encouragée dans ses forces, être respectée dans la confidentialité, être favorisée dans son autonomie, ne pas être prise en charge, ne pas être culpabilisée, respecter ses limites. Donc, c'est ça les besoins de l'homme victime. Il a besoin d'être surtout écouté et cru, validé. C'est ce qu'il n'a pas eu dans sa vie. Donc, juste ça, ça fait toute la différence. Ne pas poser de questions intrusives, ne pas être en colère contre l'agresseur, mais simplement écouter. C'est déjà énorme, ça fait toute la différence pour l'homme. Et pourquoi c'est important pour les proches de recevoir des services? C'est parce que suite à un dévoilement, puis c'est ce qu'on constate là, au CRIFAS depuis qu'on offre le service pour les proches, c'est que le proche peut se sentir troublé, choqué, dégoûté, dévasté, inadéquat, impuissant, coupable de ne pas supporter suffisamment l'autre, coupable de remettre en cause son engagement de personne aidante, coupable de n'avoir pas pu éviter ce qui lui est arrivé. Ça, c'est surtout dans le cas là, lorsque c'était un enfant, puis sa mère, elle n'a comme rien vu. Frustré devant le temps que prend la guérison, menacé, coincé, attaqué, blâmé, stressé, confus, désespéré, désemparé, dérangé par les souvenirs de sa propre histoire familiale qui peut ressurgir, etc., etc. Donc, effectivement, ça arrive que le proche aussi a vécu quelque chose dans son passé, un abus sexuel ou d'autres types d'abus. Ça vient réveiller toutes ces blessures-là. Donc, le proche est pris avec tout ça, il ne sait pas quoi faire. Donc, c'est important, lorsqu'il vit tout ça, d'aller chercher de l'aide, d'avoir un espace pour en parler, parce que c'est beaucoup à recevoir de la part de quelqu'un qu'on aime, recevoir qu'il a subi un abus sexuel, c'est énorme, puis on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide pour soi. C'est pour ça, justement, qu'on a créé un nouveau service et un guide pour les proches que je vais vous présenter tantôt. Donc, le nouveau service, bien, ça fait longtemps déjà qu'on offre des soirées pour les proches d'hommes victimes. Donc, ce sont des soirées, une fois de temps en temps, des soirées d'information où les proches viennent pour avoir un espace pour comprendre quelle est la réalité d'un homme abusé sexuellement, comment offrir du soutien, mais comment prendre soin de soi aussi et surtout. Comment prendre soin de soi et en parler avec d'autres proches. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très riche, hein, les échanges qu'il y a entre les proches. C'est vraiment beau de les entendre, puis de s'entraider aussi dans leur réalité, de se comprendre. Donc, en plus des soirées d'information pour l'entourage, nous offrons maintenant, depuis un an, un suivi en individuel de 5 à 7 rencontres aussi gratuitement pour le proche d'un homme abusé sexuellement qui n'est pas obligé de venir au CRIFAS. Donc, le proche, l'homme victime ne doit pas avoir reproduit de gestes d'abus. Et depuis l'AS, c'est l'homme abusé sexuellement ou le proche doit demeurer sur l'île de Montréal. Alors, ce sont les critères. Donc, le proche nous appelle au CRIFAS, nous ouvrons son dossier, puis ensuite, il doit assister aux soirées d'information pour l'entourage et ensuite, il peut faire le suivi en individuel s'il le désire.
Pourquoi on a rajouté le suivi en individuel? C'est parce qu'on a remarqué que suite aux soirées pour les proches, les gens repartaient avec beaucoup de questions, puis on les laissait tout seuls avec ces questions-là, alors que le suivi en individuel va pouvoir répondre à leurs questions, puis ils vont avoir l'espace pour parler de soi. Puis, ça, donc j'offre ce service-là depuis un an environ. Puis ce qui est important, là, c'est vraiment de ramener la personne à elle-même, à comment ne pas dépenser toute son énergie sur son conjoint, ami qui a subi l'abus sexuel, mais aussi de prendre soin de soi, ce qui est très, très, très important. Puis, je vais vous présenter justement le petit guide que nous avons créé. Je vais faire un partage d'écran. Ce sera pas long. Donc, voici le petit guide que nous avons créé nous sommes très contents du résultat. Donc, ici, ce que vous allez pouvoir retrouver, ce que les proches peuvent retrouver, donc, bon, l'importance du rôle des proches aidants, euh, qui est le proche aidant au CRIFAS, définition de l'abus sexuel. Donc, on a des statistiques sur l'abus sexuel chez les hommes. Donc, vous pouvez voir l'âge au moment de l'abus, c'est souvent entre 5 et 10 ans en général, qui est 10 et 15 ans. Le type d'abus, une agression, le lien avec l'auteur. Donc, souvent, c'est dans la famille, une connaissance, quelqu'un de connu de la personne. Le genre de l'agresseur, c'est à 84 un homme, 16 des femmes. Dévoilement lors de l'abus. 22 ont dévoilé l'abus sexuel, 78 non. Ils n'ont jamais dévoilé lorsque l'abus se passait. L'âge actuel de nos participants, vous voyez, là, c'est entre 36 et 65 ans. Donc, pensée suicidaire, 40 ont des pensées suicidaires, 34 ont fait déjà des tentatives de suicide. Le rôle du proche aidant. Donc, ça, c'est ça, les réactions, hein, les réactions possibles. Hein, donc, d'un proche qui apprend que son partenaire, ami a vécu un abus sexuel. Donc, il peut avoir différentes réactions psychologiques, des sentiments de frustration, d'impuissance. Hein. Ça, je l'entends très souvent. Je me sens impuissant par rapport à mon ami. Je ne sais pas quoi faire. Des réactions physiques, de l'isolement, de développement de stress post-traumatique aussi, des troubles anxieux, des réactions émotionnelles, beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de tristesse en prenant conscience de la souffrance vécue par l'homme abusé sexuellement et l'impact durable des abus sur sa vie. Les attitudes aidantes et nuisibles. Donc, ça, c'est très important. Hein? On met beaucoup l'emphase là-dessus. Qu'est-ce qui peut aider? Donc, les attitudes aidantes d'un proche envers l'homme abusé sexuellement. Donc, ce qui est vraiment aidant, c'est l'empathie, le soutien, l'écoute active, la compréhension, hein, comprendre qu'est-ce que l'homme vit, le soutien émotionnel, la validation des sentiments, reconnaître et valider les émotions de l'homme abusé sexuellement, même si elles sont difficiles à entendre et à comprendre. L'encouragement à chercher de l'aide professionnelle. Donc, on va encourager, on ne va pas forcer l'homme à aller chercher de l'aide. On peut lui remettre un petit dépliant, par exemple du CRIFAS ou d'une autre ressource, mais jamais dire il faut que tu ailles chercher de l'aide. Non. Déjà, ouvrir sur l'abus sexuel, ça a été énorme pour lui. Déjà, il en a parlé à son proche. Déjà, c'est un gros pas en avant. Puis l'aide professionnelle va venir en temps et lieu.
Donc, le respect des limites professionnelles, respecter les limites de l'homme abusé sexuellement en matière de partage d'informations. On ne va pas essayer de chercher des détails de qu'est-ce qui s'est passé. La patience et la compréhension. Donc, on est patient, on comprend. Les attitudes nuisibles, qu'est-ce qui nuit lors du dévoilement? C'est ce que souvent l'homme a reçu. Si jamais il a dévoilé l'abus à un parent lorsqu'il était jeune, bien souvent le parent il a minimisé ou il a dit ben non, voyons donc, ça ne s'est jamais passé. Alors, on ne fait pas ça. On accueille, même si son discours est complètement, semble incohérent, puis c'est difficile peut-être de croire qu'est-ce qu'il dit, mais s'il vous en parle, c'est que ça s'est vraiment passé. Donc, minimisation, négation des abus, à ne pas faire, blâmer, juger non plus. Hein. Donc, on va pas, ça peut aggraver sa détresse, sa honte, nuire à sa capacité à se rétablir. Pression pour divulguer ou partager. Presser l'homme abusé sexuellement de divulguer des détails non plus, partager sur des émotions, la surprotection. Hein, parfois, on va chercher à le surprotéger, mais ça va faire en sorte qu'il va se sentir envahi et puis sentir qu'il n'a plus son autonomie. Donc, ça va renforcer son sentiment de vulnérabilité et nuire à son processus de rétablissement. Et manque de sensibilité aux déclencheurs potentiels. Donc, ignorer ou minimiser les déclencheurs potentiels dans l'environnement de l'homme abusé sexuellement, tels que des situations, des lieux, hein, le forcer, comme là, c'est les parties de Noël, bon, le forcer à aller voir son parent qui l'a abusé ou un autre proche qui l'a abusé peut aggraver son anxiété et son stress. Donc, bon, dans le guide, on vous parle aussi du soutien, de l'accompagnement, les approches. Donc, pratique de soutien, bon, qu'est-ce qui aide? Bon, l'écoute active, la validation des sentiments, on va valider le soutien, éviter de porter des jugements, remettre en question. Et on va lui proposer d'aller chercher de l'aide professionnelle, tout en respectant ses limites. Donc, et voilà. Donc, en tant que proche aidant, votre soutien peut jouer un rôle déterminant. Puis c'est effectivement l'homme qui vient chercher de l'aide. Souvent, il n'a personne autour de lui. Et souvent, il se sent seul, isolé. Et avoir au moins une personne à qui il a dévoilé, c'est déjà énorme pour lui. C'est important que cette personne-là soit là pour l'accompagner tout au long de son processus de rétablissement. Mais c'est important que ce proche-là aille chercher de l'aide aussi. Donc, on a aussi dans ces petits guides-là des pratiques d'auto-soin, donc prendre soin de soi. Comment avoir un espace pour soi, ne pas s'oublier dans tout ce chaos. Donc, l'alimentation, exercice, exprimer, avoir un espace aussi pour s'exprimer, exprimer ses émotions, accepter de l'aide, hein, chercher de l'aide. Donc, c'est pour ça qu'on offre ce service-là. Maintenir des relations sociales, participer à des groupes de soutien, techniques de gestion du stress. C'est ce qu'on propose justement dans nos rencontres en individuel avec les proches. Donc, reconnaître ses propres limites, hein, c'est vraiment important hein, de ne pas se sacrifier pour l'autre. Hein. On a ses propres limites, de ne pas les outrepasser. Donc, les reconnaître, s'observer, hein, s'observer lorsqu'on sent qu'on est en train d'aller vers le bas, écouter son corps, ses émotions, se fixer des limites claires. Apprenez à dire non. Donc, c'est correct de dire non lorsque vous vous sentez dépassé, incapable de répondre à une demande, trouver des moments pour vous ressourcer, chercher du soutien social, hein, d'aller voir d'autres amis, d'aller se changer les idées, du soutien psychologique, bien sûr aussi.
Et voilà pour notre petit guide. Donc, vous avez dans la bibliographie, quelques ressources, un guide avec lequel on a travaillé puis qu'on s'est inspiré, c'est le guide de survie des proches aidants de Michel Arcan et Lorraine Brissette, si vous voulez en savoir davantage. Un super bon, très bon livre. Donc, et voilà. Puis, j'ai aussi un petit exercice à vous proposer. On va arrêter le partage. Et on va. Donc, on parle du concept de potentiel énergétique. Ça, je sais que les intervenants, on aime beaucoup là, les outils, donc je vais vous partager un outil avec lequel on travaille. Donc, c'est un outil pour nos participants, mais avec lequel on travaille avec les proches qui viennent nous voir. Donc, selon Lowen, fondateur de l'analyse bioénergétique, l'énergie se dépense, mais elle peut aussi se renouveler. Comment? Par les retours énergétiques. Un retour est une gratification plus ou moins immédiate pour un investissement d'énergie. Donc, un retour, hein, comme par exemple, on va dépenser notre énergie à certains, là, sur le travail, les enfants, euh, toutes sortes de tâches là, à la maison. Mais il y a des retours énergétiques. Donc, quels sont les moyens que j'ai pour me réénergiser? Est-ce que c'est aller faire de la méditation, aller faire du sport, faire des étirements, de la respiration, aller voir des amis avec qui j'ai du plaisir? Donc, c'est important de penser à ça. Comment est-ce que je me ressource? Donc, il y a un petit outil que Lowen il a monté et vous pouvez prendre le temps de faire ça. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. Comment est-ce que je gère mon compte en banque énergétique? Donc, dans votre vie quotidienne, à qui et à quoi consacrez-vous principalement votre énergie? Prenez le temps de répondre à cette question-là. Où trouvez-vous des retours et quelles sont les personnes qui vous en donnent? Et si vous aviez à placer votre niveau d'énergie actuel sur une échelle de 0 à 10, où le situez-vous? Et quelles conclusions tirez-vous de votre lecture sur l'énergie? Alors, prenez un petit 2 minutes là, pour réfléchir à ça. Et, Alors, on va pouvoir revenir. Puis, si vous voulez, vous pourrez partager là-dessus lorsqu'on va être rendu là. Mais je regarde l'heure. J'ai été plus rapide que je pensais. Donc, on a pas mal fait le tour là, de la présentation. Oups, on a pas mal fait le tour de la présentation. Donc là, je voulais avoir avec vous, si vous avez des questions, commentaires, comment est-ce que vous gérez votre compte en banque énergétique? Donc, si vous voulez partager, peu importe sur quoi, je suis vraiment disponible là, pour tout le reste là, de la rencontre.
Donc, on vous invite à ouvrir votre caméra, lever la main. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la belle présentation de Victoria. Moi, Victoria, peut-être pour lancer le bal, Mhm. j'aurais une petite question. Des fois, les gens les hommes qui ont vécu ou les personnes qui ont vécu des abus sexuels durant leur enfance, notamment, euh, vont développer une certaine réalité ou certaines problématiques de santé, notamment la surconsommation de sport, des fois de sexe, des fois de drogue et d'alcool, là, qui est tout ça. Donc, comment le proche aidant, puis vous, comme intervenant, vous pouvez comme bien soutenir ces hommes-là qui ont différentes réalités, mais notamment une réalité plus profonde qui est l'abus sexuel durant leur Oui. enfance. Oui, donc qui ont vécu l'abus sexuel, mais aussi qui ont développé des dépendances. Donc, si c'est une dépendance, puis que l'homme voit que c'est une dépendance, puis a besoin d'aller chercher de l'aide, ben nous, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres organismes, hein. On n'a pas toutes les réponses au CRIFAS, donc c'est important d'aller chercher nos partenaires qui vont nous aider à aider l'homme. Donc, on va proposer à l'homme, ben, tout d'abord, il faut qu'il admette qu'il y a un problème. S'il l'admet, ben, on va lui proposer d'aller chercher cette aide-là avec, pour aller travailler sur sa dépendance. Euh, Puis bien sûr, lorsqu'il commence à cheminer au CRIFAS ou avec d'autres professionnels en lien avec l'abus sexuel, peut-être que sa problématique, là, sa dépendance va prendre un petit peu moins de place ou parfois ça en prend encore plus. Donc, à ce moment-là, lorsque la consommation prend trop de place, mais des fois, on peut mettre un arrêt sur nos séances. On met une pause. On va prendre soin de ça, hein, parce que peut-être qu'on a réveillé des choses puis avec lesquelles il est envahi puis il n'est pas prêt à continuer à faire sa démarche en individuel, c'est peut-être pas le bon moment, bien, on va l'encourager à aller chercher de l'aide pour sa dépendance. Puis, le proche, c'est la même chose, hein. Le proche, s'il voit que son conjoint, donc il recommence à consommer beaucoup, il consomme vraiment beaucoup, bien, le proche, tout ce qu'il peut faire, c'est être là, mais il ne peut rien faire d'autre, hein. Déjà, l'homme, s'il va Mhm. chercher de l'aide, c'est déjà beaucoup, hein. Puis le reste, bien, c'est selon son rythme. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre les 4 questions personnelles présentement. Donc, je vais les prendre dans l'ordre où je les vois. Une cinquième maintenant. Donc, Michel, je vous cède le micro, Michel. Merci Pierre. Bonjour Victoria. Bonjour. Je suis à partage au masculin. On s'est déjà croisés dans Oui. des formations avec Trifaz. Euh, j'ai euh, j'ai une question qui sort un petit peu du cadre du proche aidant, mais qui s'en rapproche du fait que c'est pas ma mission première de guider un client qui nous consulte en partage pour abus sexuels. C'est que c'est un septuagénaire. Il vient de commencer une démarche de rétablissement pour un abus vécu en bas âge. Et il est à la recherche d'informations juridiques sur son abuseur qui est décédé maintenant, mais toute la partie juridique de ça, on n'est pas très familier avec ça. Est-ce que un abuseur sexuel qui aurait eu un dossier en cours, est-ce que ces archives-là sont conservées longtemps? Est-ce que c'est conservé de façon perpétuelle ou bien si c'est disparu? Parce que il y a comme besoin de, il y a comme besoin de retrouver de l'information là-dessus pour faire la paix en lui. Puis je ne sais pas trop comment le guider. Je ne sais pas de ton côté s'il y a un canal que tu peux me recommander de ce côté-là. Oui, ben, en fait, moi, je suis pas familière avec ça. Peut-être qu'il y a les CAVAC qui pourraient le guider à travers tout ça. Sinon, peut-être, bon, je ris pas. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais je vais essayer de prendre des informations. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui répond via le plumitif. Ouais. C'est un site Internet en Oui, ligne où on peut OK. consulter les jugements passés, là. Je ne sais pas jusqu'à quelle année les jugements sont gardés, par contre, là, puis ça fait pas si longtemps ben, dans l'historique là, que les jugements sont en ligne, mais le plumitif garde tous les jugements. Donc, ce serait le plumitif au palais de justice de la région. C'est ça? Mhm. Bon. Et Ah, il y a la mention jury pop aussi qui est intéressante. On peut avoir les coordonnées sur le web, j'imagine. oui, exactement. C'est C'est ça. bon. Vous pouvez Alors, retrouver ça sur le web.
Je vous Est-ce qu'il y remercie avait beaucoup. d'autres choses, Michel? Pas pour le moment, je vais laisser la place aux autres, mais merci OK. beaucoup pour la présentation. Bien, merci à vous. Myriam, je vous cède la parole. Oui, merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question plus pour, tu sais, quand on a vraiment des doutes très avancés, là, que quelqu'un aurait peut-être été victime, en fait, un homme là, aurait peut-être été victime d'agression sexuelle en l'enfance. Est-ce que vous auriez une façon d'aborder ça? Tu sais, comment emmener le sujet, puis essayer de l'aborder avec la personne sans sais, l'objectif étant effectivement là, tu sais, de ne pas heurter non plus la personne Mhm. ou trop la bouleverser. Euh, Mhm. donc, je ne sais pas si vous Oui. auriez... Oui, oui, bien sûr. Moi, j'irais pas, je poserais pas la question directement. Donc, pas poser la question est-ce que vous avez subi des abus sexuels à l'enfance, mais peut-être aller demander est-ce que vous avez vécu des difficultés à l'enfance? Parce que c'est un homme vous pensez qu'il a subi un abus à l'enfance ou Oui, ouais. oui, à Donc, l'enfance. est-ce que vous avez vécu des difficultés à l'enfance? Est-ce qu'il y a OK. eu quelque chose de marquant pour vous à l'enfance? Qui a été très difficile. Donc, peut-être que ça va l'amener un petit peu à parler de ce qu'il a subi. Et ça se peut qu'il ne dévoile pas tout de suite l'abus, comme ça se peut qu'il n'y ait pas eu d'abus sexuel, mais qu'il y a eu d'autres traumas parce que les conséquences peuvent être les mêmes. Mhm. Donc, y aller avec une question comme Plus ça, parce que large. sinon, il y a des personnes, ce qu'on a remarqué au CRIFAL, c'est des hommes qui nous appelaient, puis ils disaient, ben, moi, j'ai vu un professionnel, puis il m'a dit que j'ai vécu un abus sexuel à l'enfance. Là, c'est OK, ben, OK, comment ça? Il dit, ben, c'est parce que j'ai telle conséquence. Mais est-ce que vous avez des souvenirs clairs? Non, mais les conséquences sont semblables là, qu'un homme qui a vécu un abus. Donc, mais malheureusement, non. Il y a des professionnels qui vont induire ça. Puis, la personne est tellement fragile, donc elle va gober ça, là. Elle va penser vraiment qu'elle a vécu un abus parce qu'elle fait tellement confiance aux professionnels. Donc, c'est tellement important de faire attention aux mots qu'on emploie, aux questions qu'on pose. OK. Merci. Merci. Merci, Myriam. Donc, Erika, je vous cède le micro. Oui, bonjour. Pardon. Je travaille pour l'organisme Réseau pour le programme Chemsex. Puis, il y a beaucoup des participants du groupe de discussion que, justement, ont vécu des abus sexuels à l'enfance. Puis, le chemsex est comme implanté au travers de la sexualité, puis de la consommation, justement, pour essayer de s'évader, puis de trouver une nouvelle forme de sexualité. Euh, Puis, justement, dans mon certificat en victimologie, on voit que il vaut mieux adresser, pardon, l'agression sexuelle avant d'adresser la consommation, puis dans le cas présent, le chemsex, parce que c'est comme arrêter un feu, mais il y a encore de l'huile. Fait que, euh, est-ce, est-ce que vous avez une approche, justement, euh, un peu, je sais pas comment dire, mais compréhensive au niveau de la consommation et tout, où il faut vraiment que les personnes ne consomment plus du tout. Oui. Euh, Ben oui, merci pour la question. Effectivement, on comprend que la consommation a souvent ou a longtemps aidé l'homme à survivre puis à passer à travers ses traumas. Donc, on ne va jamais demander à l'homme, ben là, il faut qu'il arrête complètement de mhm, consommer, mais il faut quand même qu'il ait une stabilité au niveau de la consommation, qu'il ait un filet de sécurité dans un organisme qui l'aide à travailler la réduction des méfaits. Donc, nous, on ne va jamais demander d'arrêter complètement, mais stabiliser ça parce que travailler le trauma, ça risque de faire en sorte que la consommation soit encore plus problématique. Donc, nous, on ne veut pas ça. On veut que la personne se sente en sécurité. Donc, on va l'amener à consulter à ce niveau-là. Erika. Erika, j'ai coupé votre micro parce qu'on entendait des gens parler derrière, donc tu as réactivé. Ah, merci, désolée. Est-ce que
C'était quoi ma question? Ah, Juste pour vous dire, peut-être, parce qu'on va terminer vraiment à 13 heures aujourd'hui, donc je vais OK, céder la OK. parole. Il y a quand même deux autres Ouais, personnes. puis je vais Erika, réfléchir en attendant. c'est bon. Parfait. Donc, Merci. je suis certain que votre Merci, question va vous Erika. revenir à l'esprit. Donc, Alexandre, Oui, bonjour. Moi, je suis stagiaire à Agri-Québec. Puis ma question, c'est vraiment pour au niveau de la clientèle au CRIFAS. Est-ce que vous acceptez, admettons, les hommes trans, les femmes trans qui avaient vécu une agression pendant qu'elles étaient encore garçonnes, ou des choses comme ça? C'est un peu ma Oui, question. oui, c'est ça. Ben, on va accepter l'homme trans, donc le genre masculin. On travaille avec l'homme. Donc, ça va être pour les hommes. Donc, sinon, il y a les Calax là, qui offrent des services pour les femmes trans. Merci. Merci à toi. donc, Jacques, c'est à votre tour. Hein? Jacques, on ne l'entend pas. Jacques, peut-être activer votre son. On ne vous entend pas, Jacques. Ah, OK, je l'ai. C'est OK. bon, c'est parfait. Et- Oui, je suis responsable clinique au service populaire de psychothérapie à Laval. Oui. Vous avez parlé de la région de Montréal. Est-ce que vous couvrez Laval également? Non, malheureusement, parce que notre liste d'attente est vraiment très, très grande. Mais si vous voulez, vous pouvez regarder sur le site du ROCAS, Regroupement des organismes communautaires pour hommes abusés sexuellement. Je peux vous l'envoyer là, dans le chat. Là. Je vais vous l'envoyer. Puis là-bas, vous trouverez une section avec toutes les ressources qui travaillent auprès des hommes abusés sexuellement. Puis vous allez pouvoir regarder là, à Laval qu'est-ce qu'il y a ou proche de Laval. OK. J'aurais juste une question. C'est que dans votre présentation, vous parlez pour les proches aidants euh, de ne pas être pris en charge au niveau des besoins de la victime, ne pas être pris en charge. Est-ce que vous faites référence plus à leur maintenir leur autonomie ou... Oui, c'est ça, de ne pas leur enlever l'autonomie, de ne pas prendre toutes les décisions à sa place. Hein. Donc, c'est lui qui décide. Donc, nous, on apporte un accompagnement, le proche apporte un accompagnement, mais il lui offre du soutien, il lui offre un pamphlet du CRIFAS, par exemple, mais il ne va pas dire, OK, là, si tu dois aller faire ça, sinon, il va faire des menaces ou quoi que ce soit. Donc, juste l'accompagner et respecter son rythme. Parce que déjà, le fait que l'homme lui en aille parlé, c'est déjà un pas énorme. Et pour le reste, c'est vraiment un petit pas à la fois. Ouais, c'est toute la définition de la prise en charge, en fait. Ah, OK, c'est ça. Bon, parfait. Merci, Jacques. Afin de favoriser, Jacques, j'ai mis le lien dont Victoria parlait là, sur le Ah, regroupement, je pense que c'est le regroupement québécois des organismes, oui, euh, en tout cas, en tout cas, c'est pour le hommes ROCAS. abusés sexuellement. Oui. Ouais. Merci Donc, beaucoup, Pierre. le lien dans le chat. Donc, pour favoriser la participation, là, ou le plus grand nombre de personnes à poser une question, là, donc on va terminer le premier tour de piste avec une question de Alain. Après ça, on viendra à vous, là, Myriam, puis Erika, si vous nous permettez. Si vous nous permettez. Donc, Alain, bonjour. Oui, merci. Je voulais juste faire une intervention. Il y a une personne qui a parlé tantôt comment j'aborde le sujet. OK? Moi, je travaille avec Donne-toi une chance, puis on est avec l'organisme Plein Cœur aussi pour intervention auprès des hommes avec des problèmes de comportement. Puis, dans notre questionnaire qui complète, c'est qu'on s'est rendu compte que 20 des hommes qui viennent chercher de l'aide chez nous ont vécu des abus sexuels dans l'enfance. Fait que quand on fait la rencontre exploratoire, nous, ce qu'on amène, le sujet, on parle de cette statistique-là et on va tout simplement leur dire, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Puis Mm. souvent, c'est indirect, mais ça Mhm. ouvre la discussion et
il y a une réponse positive ou négative, tu sais, mais c'est pas posé directement, tu sais. J'avais juste le goût Exact. d'ajouter ça comme Ah, mais c'est bien. Merci, Alain. de plaisir. Donc, merci Alain. Donc, un dernier tour de piste avant de se quitter pour les vacances des fêtes, comme on dit. Donc, Myriam, je vous recède à nouveau le micro. Oui, désolée. J'aurais juste voulu comme préciser là, la question d'Alexandre. Est-ce que dans le fond, vous recevez les personnes qui se considèrent hommes maintenant ou si la personne est, c'est dans le fond, une femme trans, donc elle était homme, quand elle a été abusée sexuellement, elle peut aller vous voir, juste pour être certaine que je... Oui, qui se considère homme maintenant. OK, Oui, merci. Erika? merci. J'avais vu quelqu'un qui demandait si les services sont bilingues. Oui, ils sont bilingues. Pas les groupes. Pour le moment, les groupes ne se donnent qu'en français. On a aussi un intervenant qui offre du soutien en individuel en espagnol, puis même en arabe. Donc, puis on a un intervenant qui a suivi une formation en langue des signes. Ah, Donc, c'est bon. Bon. Donc, Erika, peut-être une dernière question? Oui, pour la suite de ma première question, je voulais savoir si pour vous, c'était correct justement qu'une personne poursuive, par exemple, des groupes en chemsex, des groupes de discussion chemsex, pendant qu'il fait un suivi individuel avec un de vos intervenants, parce que de prime abord, j'ai pas le réflexe de conseiller aux gens de s'embarquer dans plein de suivis puis plein de démarches parce que souvent, ça va être une motivation tu sais, comme ça va devenir trop mhm. vite. Mais est-ce que dans ce cas-là, justement, ce serait mieux justement pour maintenir le filet de sécurité comme vous aviez dit? Oui, effectivement, parce que en soutien individuel, il va aborder le trauma, en groupe, il va aborder d'autres choses, donc ça va peut-être bien se compléter. Alors, mais voir avec l'homme si c'est pas trop pour lui aussi, toujours vérifier. Mais oui, effectivement, d'avoir ces deux soutiens-là qui sont complémentaires, ça peut être un atout pour certaines personnes. Merci. Donc, Monsieur Christophe? Oui, j'en entends plus parler parce que je suis l'actu, c'est un peu en réponse à la question de Myriam. J'en entends plus parler parce qu'en France, on en parle. Puis quand on parle d'abus sexuels chez les femmes aussi, on en parle, mais on n'en parle pas chez les hommes. Puis on est proche des États-Unis, puis c'est aussi contesté, c'est la question de l'amnésie dissociative. Et c'est en lien aussi avec Myriam. Moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui a de grosses difficultés, mais à l'époque, je n'étais pas formé de poser la question, puis la personne avait juste dit non. Euh, Maintenant, mon idée, c'est qu'elle était de toute façon pas prête à y faire face, si que j'ai raison ou non. Puis, quand elle a dit non, j'ai juste fait OK. Et puis, je me suis dit, c'est toujours possible, mais à l'époque, c'est au moins quelqu'un que j'avais réussi à référer qui avait un suivi. Donc, je me suis dit, moi, je suis, ben non, c'est pas mon problème. Mais les pistes un peu qui me semblent, là, le premier, c'est déjà, il y a une clinique pour les troubles dissociatifs à Montréal. Mais si on a une personne qui est dans l'amnésie, on ne pourra pas la référer parce qu'elle ne le saura pas. Parce que les personnes que... Moi, j'ai suivi un cours avec je ne mentionnerai pas pour conscientiser, mais une thérapeute professeure, puis elle rencontre des femmes qui sortent de ça. Et le problème, c'est qu'on le sait que quand on en sort. Et donc, moi, l'approche que je trouve intéressante, mais qui divise un peu, c'est l'internal family system et le concept des protecteurs. Puis là, c'est de me dire, tant qu'on ne dépasse pas les dénis, les peurs, tous les trucs, ou tant que la personne n'est pas prête, ben, on peut rien faire. Et donc, c'est moi, après, s'il m'est arrivé d'avoir ce doute, ben, j'essayais juste de référer à des approches de thérapie psychocorporelle où la mémoire n'est pas forcément nécessaire. Mais ce qui est difficile, c'est savoir, et là, là-dessus, moi, j'ai pas avancé, non, mais savoir, la personne, elle le dit pas parce qu'elle nous fait pas confiance, elle veut pas le dire. Beaucoup d'hommes sont là, ou parce qu'elle le sait pas. Et puis, moi, à mon niveau, je préfère prendre que tout est possible et pas prendre trop de risques. Et déjà marqué que de tous les gens, s'ils sont, en tout cas les gens que j'ai connus qui étaient traumatisés mais qui avaient des dénis, ils voulaient même pas voir de thérapeute. Juste le parler de trauma, d'aborder des traumas, ça c'était déjà sur. Donc c'est là que c'est l'impuissance parce qu'on ne peut pas aider parce que mais donc c'est euh, ce,
Ce qui peut aider aussi à Montréal, la seule chose que je vois qui pourrait aider, c'est Natacha Godbout a créé un groupe de thérapie pour le trauma basé sur la pleine conscience. Et là, c'est tout type de trauma. Donc, ça permet de commencer à faire sans savoir forcément. Puis, et de se dire, ben, on le saura nous ou la personne le saura. Puis j'avais entendu un thérapeute somatique disait, Peter Levine, quand il demandait pas, il n'avait pas besoin de demander parce qu'il disait c'était une notion clé. Savoir ce que l'autre a vécu, pour lui, c'est pas utile parce que ça travaille dans le corps. Donc c'est un peu moi où j'en suis, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque de services aussi. Puis il y a le constat en France, c'est différent parce qu'il y a énormément d'opposition à l'amnésie dissociative parce qu'ils veulent pas qu'il y ait la levée de la période de restriction pour les tribunaux. Et il y a des gens aux États-Unis qui invoquent les fausses mémoires, il y a tous ces débats. Mais au Québec, on est quand même plus avancé puisque la période de restriction est levée. Donc ça, c'est un peu... je ne sais pas s'il y a des Bon. autres Ben, merci, idées ou Christophe, si ça pour mène cette des réflexions. intervention. Merci, Donc, je ne merci sais pas si Christophe. Victoria, Merci. tu voulais compléter par rapport à l'intervention de Christophe. Non, mais je Bon, trouve que ouais. c'était très pertinent. Puis nous, même au CRIFAS, on travaille beaucoup avec Peter Levine. Puis on ne va pas chercher des informations, des détails du trauma. On travaille le corps. C'est le corps qui parle beaucoup plus que la parole. Donc, avec notre nouvelle vision du trauma, ben, on va plus miser sur le corporel que nécessairement la parole, sauf si la personne a vraiment besoin de dire des détails. Mais vraiment très pertinent le commentaire. Merci. Je rajoute juste une Bon, précision ouais. parce que c'est quelque chose que j'oublie Excuse-moi, aussi. excuse-moi, Christophe, parce que Jacques a levé la main, le temps file un peu aussi, donc pour éviter de tomber dans la conversation, si je peux dire, on va peut-être repasser le micro à Jacques avant de clore l'activité. Je suis désolé pour cette situation-là, là, mais il faut terminer. Merci, Christophe. Jacques? Mais c'est un petit peu en réponse à la dernière intervention, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un dit, énonce le fait que peut-être il pense ou elle pense qu'il a pu être abusé antérieurement, il y a déjà, il y a déjà possibilité de travailler juste avec cette pensée-là. Et, on peut y aller très, très doucement, puis retracer tout le développement de la personne, toute son histoire familiale et autres, et sociale et tout. Et possiblement que tranquillement, les souvenirs vont revenir. Il y a toujours une certaine forme d'hypnose douce, non provocante, qui peut aussi être utilisée. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on va terminer l'activité. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Et un gros merci à toi, Victoria, puis à toute l'équipe du CRIFAS qui certainement t'accompagnait avec leur bonne pensée. Donc, merci beaucoup. Donc, comme je le disais aussi en entrée d'activité, donc vous allez recevoir un courriel vendredi prochain avec les documents qui ont été présentés, puis aussi le petit sondage d'appréciation sur la conférence midi. Surveillez vos prochaines communications, nos prochaines communications courriels aussi, parce qu'on va annoncer aussi la prochaine conférence midi du mois de janvier, donc qui va porter sur l'impact de la pauvreté socio-économique des hommes sur leur santé et sur leur demande d'aide. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire et participer. Donc, je vous remercie énormément pour votre participation, votre présence ce midi. Puis à toi aussi, Victoria. Donc, ça me fait plaisir. N'oubliez pas le petit guide que vous allez recevoir. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis ouverte. Si jamais vous voulez appeler au CRIFAS, me parler, Victoria, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vraiment, merci pour votre belle participation. Puis, passez un joyeux temps des fêtes. Bye, Pierre. Bye, Prends soin de Victoria. toi. Bye, tout le monde. Au revoir. Bye.